Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. De retour pour la troisième et dernière partie de cette émission, messieurs, je vais vous poser quelques questions encore sur les autres matchs de cette Euro, les quarts de finale. On va commencer par la Pologne qui affrontait le Portugal, score final 1-1. Et puis c'est les Portugais qui se sont imposés au penalty. Ça fait plusieurs fois que le Portugal ne gagne pas, même ils n'ont jamais gagné durant cette Euro, et pourtant ils sont en demi-finale. Qu'en pensez-vous ? Ah, c'est une escroquerie. Merci les règles, les nouveaux. Merci les meilleurs troisièmes, c'est ce que je disais. Sans les meilleurs troisièmes, le Portugal ne serait pas en demi-finale, ne serait même pas deuxième tour d'ailleurs. Non, mais au-delà de ça, au-delà de la rigolade, il repose sur des individualités quand même qui sont assez flagrantes, notamment là c'était Renato Sanchez sur le dernier match, qui a un petit peu sauvé la mise quand même. C'était Ronaldo contre la Hongrie. Il y a Pep qui a fait aussi un très gros match contre la Pologne, mais bon, au-delà de ça, c'est vrai que le Portugal très moyen. Sachant qu'en plus on parle des individualités, on attendait je pense beaucoup plus de CR7 de Cristiano Ronaldo quoi. Ça devait être lui qui devait porter l'équipe, et là on s'en remet à un gamin de 18 ans qui est dans ses premières sélections à l'Euro. Je veux dire, ça devient quand même assez triste, parce que Cristiano Ronaldo, quand on voit les balles qu'il rate devant le but, là c'est impressionnant. Il a fait la même deux fois. Il en a raté une, et il en avait déjà raté une contre l'Islande. Il en avait raté une contre l'Islande, c'est exactement ça que je voulais dire. Et là-dessus, je veux dire, c'est pour ça que je ne comprends pas comment on peut se remettre, comment on peut avoir un niveau comme ça à l'Euro. C'est un peu ce qu'on reprochait à Paul Pogba finalement. Antoine Ribaud, vous avez dit que c'était à cause des poules, ou de l'Euro à 24 équipes. Non, les meilleurs troisièmes. Et donc les meilleurs troisièmes. Oui. Parce que quand on avait un Euro à 18, on n'avait pas les meilleurs troisièmes. C'était que les deux premiers. Donc ma question, faut-il revenir à un Euro à 18 équipes, Maxime Bonhomé? Je vais écouter Corentin Perrin juste après. Il faudra faire un bilan, savoir si le niveau il a été meilleur ou pas. Peut-être pas forcément. Donc il n'y a pas eu beaucoup de buts, je sais pas. Est-ce qu'il va falloir revenir? Après on a vu des belles nations malgré tout. Enfin voilà, l'Islande, notamment. L'Islande. Enfin, qui ne serait pas passé sans cette règle. Ce qui est bien, moi je trouve dans cet euro là, c'est que on remet cette part belle au collectif. C'est que il y a ces individualités. Et c'est pour ça que au niveau du Portugal, je trouve qu'il y a aussi un collectif malgré tout derrière. Il est quand même très moyen le collectif. Le collectif est peut-être moyen, mais malgré tout, dès qu'on regarde par rapport à la Belgique par exemple, où c'est juste des individualités, on va en reparler tout à l'heure, et je pense que Corentin il va bien en parler, mais sincèrement c'est bien d'avoir des équipes. Le Pays de Galles c'est vraiment un collectif, on parle de Bale, on parle de Ramsey, mais c'est un collectif. La France c'est pareil, l'Allemagne c'est pareil, et c'est important quand même de revenir à ça. L'Irlande du Nord, ils ont fait un incroyable parcours, l'Irlande aussi, et surtout ça. Après, est-ce qu'il faut revenir à 16 à 18, faut revenir à 18 Corentin Perrin. Sportivement, c'est 16. C'est 16 C'est 16, 4x4. Autant pour moi. Sportivement, ça pourrait être très intéressant de revenir à ces équipes, parce que le niveau serait, je pense, tiré vers le haut, mais économiquement c'est impossible. Ça fait plus de matchs, c'est bien pour les annonceurs, c'est bien pour les publicistes. Enfin, voilà, ce format-là a aussi été fait, faut pas se voiler la face pour économiquement parlant. C'est sûr. C'est sûr. Mais après revenir à un euro à ces équipes, je trouve pas ça forcément hyper intéressant. Là, malheureusement c'est arrivé au Portugal, ça arrivera peut-être pas à chaque euro, voilà. Et puis avec les deuxièmes aussi, les deux premiers qui passent, je pense que si on reprend les chiffres, il y a des deuxièmes qui sont passés en faisant que des matchs nuls. Puis bon, si le Portugal était si mauvais, il serait pas en demi-finale aussi. Il faut dire quand même que malgré que faut quand même se dire qu'ils ont éliminé la Croatie et la Pologne, et surtout la Croatie. C'était quand même sur le haut du tableau avec la Belgique, la meilleure équipe, et la Croatie n'a pas réussi à leur mettre un but. En parlant de la Belgique, ils ont perdu, ils ont été éliminés en quart de finale par le Pays de Galles, 3-1. C'était vendredi. Vous retenez la défaite des Belges, le grand favori pourtant de cet euro, ou la victoire surprise des Gallois? Je te laisse Corentin Perrin, allez-y. Exprimez-vous. La défaite des Belges, bien évidemment. Le Pays de Galles, c'est génial pour eux. Franchement, ils font un euro fantastique avec leur super équipe. Mais les Belges, mais faut arrêter. Wilmots, je veux bien, mais il est en train de gâcher la meilleure génération de Belges qu'il ait jamais eu dans le football. Après, je suis pas né dans les années 20, donc je sais pas. Mais honnêtement, les joueurs qu'il a, le potentiel
individuel et collectif de ces équipes, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas comment le jeu collectif peut être aussi faible, comment on peut avoir un individualisme poussé à l'extrême, et aussi la rentrée de Fellaini à la mi-temps, où on s'est retrouvé avec 5 milieux de terrain à la place de Il y en avait Carrasco. certains qui savaient même pas leur place. Je pense que Hazard a été voir Wilmot à la fin en disant jouer quel poste en fait à la fin. C'est incroyable de voir ça. Enfin, dès qu'on voit des techniciens comme Conte ou comme Joachim Löw lors du match là face à entre les deux équipes, entre l'Allemagne et l'Italie, et dès qu'on voit ce que fait la Belgique, mais enfin. Wilmot, c'est pas un tacticien, c'est juste un mec qui se dit bon allez, je vais. C'est le Raymond Domenech belge. Non, mais je vais mettre toutes les stars sur le terrain et puis je vais faire un remplacement qui a aucun sens. C'est clair, parce que faire rentrer Fellaini à la place de Carrasco, enfin, à la limite faire rentrer Fellaini, bon pour densifier son Même pas faire rentrer Fellaini, on laisse sur le banc, on laisse en tribune. Là-dessus je suis d'accord. Mais Carrasco était l'un des Belges les plus en jambes dans cette mi-temps. Enfin, c'est celui qui a apporté le plus de danger, je crois. Alors, je comprends pas, je suis comme vous là-dessus, c'est vrai que cette décision je la comprends pas et je comprends pas ce qu'a pu faire. Espérons pour les Belges quand même qu'il y ait un nouveau sélectionneur qui arrive et qui soit un minimum. Ça devrait pas tarder. Question suivante, messieurs, l'Allemagne qui jouera contre la France, ça sera jeudi au stade Vélodrome. L'Allemagne est-elle favori de ce match? Non. Oui. Oui. Non. Non ou oui? Non, je suis pas sûr non plus. Alors, qui a dit non? Nous deux. D'accord, oui. Donc, faire un double duel. Qui n'a pas fait un duel encore? Vas-y. Antoine Ribaud, c'est parti, on va faire un petit duel 30 secondes en régie, vous pouvez mettre les décomptes. Antoine Ribaud, oui, l'Allemagne est favori, pourquoi? Non. L'Allemagne n'est pas favorite. Déjà, la première raison est simple, c'est qu'on joue à domicile. Donc déjà, ça donne un avantage, c'est sûr. La deuxième, c'est que pour moi, l'Allemagne est beaucoup moins forte qu'en 2014, notamment d'un point de vue sur le secteur offensif. Moi, ce qui me chagrine toujours, c'est que l'Allemagne joue toujours sans attaquant. Quand on voit qu'ils jouent avec Götze certainement contre la France, certainement. Bon, ça c'est un autre débat. Mais pour moi, il y a quand même des failles contre l'Allemagne. On l'a vu contre l'Italie, ça n'a pas été forcément très glorieux, même si c'était l'Italie et que c'est très solide derrière. Pour moi, on a une bonne chance contre l'Allemagne cette année. Quentin Perrin, L'Allemagne est favorite. l'Allemagne est favorite de ce match, de ces demi-finales. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est championne du monde en titre, qu'il y a des individualités extrêmement fortes dans ce collectif allemand. D'accord, Mario Gomez, qui est leur seul véritable attaquant de pointe, ne sera pas là, mais ils peuvent compter sur des joueurs offensifs d'une classe internationale. Je reviens sur le fait que la France joue à domicile. Justement, pour moi, c'est pas un avantage. Ils vont avoir une pression énorme dans ce stade Vélodrome qui va être complètement acquis à leur cause, mais ça va être une pression énorme. Et je pense que les Allemands ont plus l'expérience de ce genre de situation. J'ai bien aimé ce petit duel, je vous mets un point chacun, messieurs, puisque je vois aussi que vous avez 0 point depuis le début de ce quiz. Ça relance un petit peu. Il a été énorme, Corentin. Ça relance un Parce petit qu'il peu est d'accord avec toi, c'est juste ça. ce duel. Je tiens juste aussi à rappeler messieurs. que Schweinsteiger et Khedira ne seront certainement pas là aussi. Et Hummels. Et Mats Hummels qui est suspendu. Et surtout Mats. Voilà. Quand on voit Mais ça veut rien dire. Pour ce match, Ça veut rien dire, Mats Hummels avec Jérôme Boateng, c'est certainement la meilleure charnière centrale de l'Euro. Ouais, mais moi je Messieurs, calmez-vous, détendez-vous, c'est la dernière émission. C'est pour ça, c'est la dernière. Attention, Kanté ou Matuidi titularisé par Didier Ça dépend du plan de jeu. Système. Ça dépend du système. Si on reste sur le 4-2-3-1, ce sera pas Kanté, ce sera Matuidi. Et si on revient au 4-3-3, ça sera sans doute Kanté avec Matuidi et Pogba. Mais alors que faut-il? Vu la mi-temps qu'on a eu face à l'Irlande et vu le match qu'on a eu hier, vaut mieux rester sur le 4-2-3-1 et il a été malgré performant. les super matchs c'est incroyable parce que finalement la phase de poule, notre meilleur joueur, on va devoir l'enlever, mais bon, c'est le système de jeu qui vaut ça. C'est aussi une bonne chose finalement d'en être arrivé à ce point-là, à se dire qui on met, qui est le meilleur des deux, parce que voilà, on voit que finalement avec les deux ça fonctionne. Moi je pense que c'est bien quand on voit les qualités physiques qu'a N'Golo Kanté, il court tout le temps, un peu comme Matuidi finalement. Matuidi, il est sur une bonne dynamique, il a fait un très bon match là, on l'a un peu retrouvé face aux Islandais. Depuis 2-3 matchs on en avait parlé. Je pense que c'est bien de laisser Matuidi en place, laisser l'équipe en place. Voilà, on change pas une équipe qui gagne, on connaît tous cette expression là. Et puis voilà, de faire revenir Kanté, puisque lui n'a pas joué depuis du coup de ce match là, le faire revenir en fin de match. Et voilà, s'il faut pousser, et puis s'il faut un peu s'acharner sur les milieux de terrain, allemands, voilà, et le faire rentrer, ça sera qu'un plus, je pense, dans l'équipe de France. Ce sera la meilleure équipe, ça sera la même équipe, je pense, à part Rami qui va remplacer Umtiti. Umtiti, alors Moi je suis pas du tout pour Umtiti ou Rami. le retour. Seulement Umtiti, on peut pas juger sur le match d'hier. C'était pas une confrontation
prestations suffisantes. Pour moi, Umtiti, il mérite. Enfin, pour moi, il serait. On peut pas juger sur ça. Enfin, hier, on peut dire ah oui, bon, il a été bon, mais par exemple, dès qu'on regarde sur les buts, il est quand même pas. Il est fautif sur le premier but. Sur le premier but islandais, il est fautif aussi. C'est pas un poste qu'il connaît non plus. Alors, est-ce qu'il faut remettre Rami, qui a pas forcément été, c'est vrai, exceptionnel depuis le début de l'Euro, avec un poste qu'il connaît bien, où il joue tout le temps, ou est-ce qu'il faut mettre Umtiti, qui va faire sa deuxième sélection seulement, à un poste qu'il connaît pas vraiment, ou en tout cas Koscielny connaît pas vraiment. Enfin, c'est assez compliqué. Vaut mieux remettre Rami quand même, vaut mieux un minimum être sûr. Moi je ferais le tout pour le tout. Sur ce... on est en train on en a parlé tout à l'heure, les latéraux allemands qui vont monter, qui vont pas arrêter, on le sait déjà, c'est pas une surprise. Et ben moi je ferais jouer Umtiti sur un côté, ce qu'il a déjà fait à Lyon, voilà, le mettre à la place d'Evra à gauche, parce que voilà. Et ce qu'il a fait. Ça, c'est dans vos rêves, Charlie. Non, mais parce que Monsieur Besson, si vous regardez, je me rappelle d'un match de Lyon contre Tottenham en Europa League, voilà, et à cette époque-là, il jouait latéral gauche et il était très bon. C'est comme ça qu'il était à l'époque à latéral droit. Voilà. Et donc si on le mettait à gauche et qu'on mettait donc deux vrais défenseurs centraux dans l'axe, donc la charnière qui est là depuis le début de l'Euro, je pense que ça nous pourrait un autre joueur qui a été très bon dans ce match, j'ai trouvé la performance de Sissoko exceptionnelle sur cette première mi-temps, un petit peu moins en deuxième peut-être, mais première mi-temps exceptionnelle. Ça les mièges de l'équipe. De Sissoko. Sissoko ou rester avec Sissoko titulaire ou Coman? Sissoko. Non, Sissoko. Et faire rentrer Kingsley Coman, qui apporte sa vitesse et qui titille les défenses au moment où les défenses commencent un peu à piocher dans les réserves. Surtout, si prolongation il y a, mais même pourquoi pas pour débloquer une situation à 80e. Match, avec Giroud et Sissoko qui justement fatigue énormément les défenses en plus. Surtout que Coman il reste surtout sur son côté. Sissoko on l'a vu dézonner tout le temps, il était tout le temps dans l'axe. C'est lui qui remet un moment pour Payet qui frappe. Je crois que c'est un arrêt. Enfin, il a été tout le temps en train de dézonner, en train de bouger la défense. Mais de toute façon c'était ça le fort de l'équipe hier. C'est Griezmann à des moments il revenait en tant que limite milieu récupérateur. Défensivement c'est impressionnant. Les Islandais étaient totalement perdus. Ils savaient pas qui prendre, comment les prendre, et à la fin ils en ont pris 5. Mais il faut rester sur Sissoko. En tout cas, ça sera jeudi sur TF1, sur M6, sur beIN Sport, en tout cas, sur tous les matchs. Ça sera cette demi-finale à Marseille, ça sera jeudi à 21h. Quiz, messieurs, dernier quiz de cette partie pour savoir qui va gagner cette dernière émission de la saison. Je rappelle les scores, 2 pour Maxime, 1 pour Charlie, 1 pour Corentin, 1 pour Antoine Ribaud. Là, je pense. Attention, le quiz. Première question, qui avait dit France-Islande, ça va être un match très compliqué avant la rencontre? Ça va être un match très compliqué. C'est plus sur Olivier Giroud les questions. C'est plus sur Olivier Giroud. Patrice Evra, bonne réponse de Corentin Perrin qui marque un nouveau point. Effectivement, ça a été très compliqué pour Patrice Evra. Deuxième question, je vais y arriver. Je n'arrivais pas trop à me rendre compte. Qui a dit cette phrase? Je n'arrivais pas trop à me rendre compte de quoi ça. Umtiti, bonne réponse d'Antoine Ribaud qui marque à son tour ce deuxième point. Encore la fin de la phrase, c'était du niveau de l'Islande. On aurait pu dire encore Patrice Evra, mais non, c'était de sa première sélection. De mon niveau depuis le début de l'Euro, on aurait aussi pu dire Patrice Evra. Donc, Corentin, donc statu quo en tête avec Corentin, Maxime et Antoine, tous trois plutôt. Avec j'ai bien l'impression qu'on a un bis repetita du classement de pronostics. Vous avez en queue de peloton. Vous avez l'occasion de vous rattraper, Charlie Briand, qui a fait un petit dab après son but. Pogba. C'est pour Charlie Briand. Mais c'est parce que je suis le seul à dire le nom et le prénom et les noms complets des clubs. Voilà, vous savez d'où ça vient, ça, ce petit dab? Ce petit dab, ça vient d'une chanson. D'une chanson américaine. Exactement. Vous savez nous le faire ou pas, le petit... Oh, le petit dab. Voilà, merci. Merci Charlie Briand. Maxime Bonhomé peut-être avec le mail du... Non, dès que Pogba signera à Paris. Donc pas de dab. Quatrième et dernière question, messieurs. Il y a égalité parfaite. Celui qui marque gagne ce quiz et gagne le quiz entier de cette émission. Pourquoi Antoine Griezmann joue-t-il avec un maillot manche longue? Parce qu'il veut faire comme David Beckham. Bonne réponse de Charlie Briand. Voilà, Antoine Griezmann, exactement, a avoué qu'il était fan de David Beckham. C'est aussi pour ça qu'il a le numéro 7. Il a aussi avoué qu'il s'inspirait énormément de Cavani. Dans une, et ça, c'est peut-être une bonne chose. Interview récente. Cavani est un très bon joueur. Voilà, c'est une bonne chose. Autre actu, on parle du PSG, vous avez pas de Cavani. Vous avez que je suis le grand vainqueur? Oui, vous êtes le grand vainqueur. Il nous a fait 3-2, il a dit oui, non, mais moi je gagne jamais. Enfin, 3-2 du tout, monsieur. On l'a laissé parce qu'on savait que les résultats du pronostic arrivaient après. Laissez-moi profiter, messieurs. 3-2, bravo Charlie Briand. Donc je disais, on va parler du PSG puisque vous avez le maillot et que vous venez, je vais y arriver, c'est pas possible. Vous venez de nous parler de Cavani qui joue au PSG. Ben Arfa au PSG.
vient de signer. C'est bien ou c'est pas bien? Oh, c'est très bien. C'est très bien pour Maxime Bonhomé. Je trouve que c'est pas bien pour lui et pour le PSG, moi personnellement. Ça m'importe pas. Je vois pas pourquoi ce serait pas bien. Enfin, ce joueur-là, on attend enfin qu'il confirme depuis. Ouh là là, j'étais presque pas né, je pense. On attend une confirmation enfin de son talent. Il nous l'a montré avec Nice qui était capable. Ouais, voilà, il nous l'a montré avec Nice qui était capable de faire de grandes choses. Maintenant, il faut qu'il confirme. Et on était tous d'accord autour de cette table pour se dire quand même que Ben Arfa aurait mérité sans doute d'aller à l'Euro et d'être parmi les 23 meilleurs Français. Et finalement, il l'a pas fait. Il n'a pas été sélectionné, ou en tout cas dans les réservistes. Maintenant, il va jouer au Paris Saint-Germain. Il aura enfin la preuve de pouvoir montrer son talent. Mais est-ce qu'il va le montrer justement? C'est ça la question. Non, c'est à lui. C'est pour ça que je dis que c'est très bien. C'est pour ça que je dis que c'est très bien. C'est qu'il va pouvoir enfin peut-être le montrer aux yeux de tous qu'il a le niveau véritablement, qu'il a progressé, qu'il a aussi mûri. Parce que c'est surtout ça qu'on lui reprochait à une certaine époque. Et maintenant, on peut dire qu'il est assez vieux. Il a toutes les qualités en main pour pouvoir réussir au Paris Saint-Germain. Paris le voulait absolument. Unai Emery le voulait absolument. Je comprends pas moi pourquoi justement. À la place de qui? Pastore va passer là? Non, parce que maintenant ça va être un 4-2-3-1 sans doute, parce que Emery et donc Lucas ne jouera pas? Non, alors Lucas va être en concurrence avec Ben Arfa. Je comprends pas. Je mets Lucas, moi personnellement. Lucas, on ira dans les matchs du Paris, sincèrement, Lucas, ça fait 3 ans qu'il faut qu'il prouve. Lucas, il a jamais rien fait. Lucas n'a jamais rien prouvé. Lucas n'a pas prouvé sa place de titulaire. On va conclure, messieurs, merci d'avoir participé à ce débat. On va juste regarder les pronos, le dernier prono, le classement. Bon, là c'était l'avant-dernier, on va passer au dernier. Maxime Bonhomé qui garde sa première place et qui remporte ce petit trophée. Voilà, vous l'avez à l'écran, même gravé TLF Prono Euro 2016. Voilà, bravo à vous, merci, Maxime Bonhomé, c'est pour vous, c'est cadeau. Nous on va se quitter puisque c'était la dernière émission de la saison. Merci à vous, messieurs, d'avoir été là tout au long de cette saison. Sans vous, rien n'aurait été possible, je tenais à vous le dire. Merci à LMTV. Pardon ? Ensemble, tout devient possible. Exactement. Merci également à LMTV, à Léo, mon fidèle réalisateur. Merci à tous en régie. Merci à Justine Fouquet, Justine Thébault et Clément Coulon qui ont été chroniqueurs aussi en début de saison. Il y a tous nos invités qui sont passés sur le plateau de LMTV. Merci à vous également du fond du cœur. J'ai apprécié, j'ai pris beaucoup de plaisir et de bonheur à être à vos côtés tous les lundis soirs. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine puisque on revient justement à la saison prochaine. Je vous embrasse et je vous dis encore merci. Ciao. Ciao.